Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré aux métiers peu médiatisés dans le monde du football. Après avoir parlé du scouting il y a 2 semaines dans notre premier épisode, aujourd'hui on va s'intéresser à l'aspect mental. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Edria, qui est développeur de la performance par le mental. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc moi j'avais une première question pour commencer, Laurent. Et quel a été votre parcours avant de vous lancer dans la préparation mentale? Oui, ben, j'ai été dirigeant, finalement dirigeant dans les métiers de service, notamment la propreté industrielle et la sécurité privée. Et puis, à 40 ans, j'ai été licencié, tout simplement, voilà. Alors que j'étais un dieu dans l'entreprise, j'étais un dieu avec les clients, avec les collaborateurs, voilà. Et je me suis fait licencier. Bon, et je suis donc rentré chez moi, et 5 minutes plus tard, j'étais content. Je connais très, très peu de gens qui, 5 minutes après avoir été licenciés d'un poste suffisamment important, peut-être le poste d'ailleurs qu'ils ne retrouveront plus jamais de leur vie, qui rentrent chez eux et qui sont contents avec leur petit carton. Voilà, et ça a été mon cas. Voilà, ça a été mon cas. Donc, j'ai travaillé à ce moment-là, travaillé un peu sur moi, hein, parce que je me suis dit: «Là, il y a quelque chose qui change un peu». C'est que quelque part, il t'arrive un truc assez dur globalement en 5 minutes et puis tu es heureux et content. Donc c'était assez particulier. Donc j'ai fait l'introspection, je me suis formé au métier de coaching. Alors c'est du développement personnel, quoi, hein, voilà. Je suis formé au coaching. Puis après, à la programmation neuro-linguistique, hein, c'est ce qu'on appelle la PNL. Voilà, je suis maître praticien en PNL également. Et puis, j'ai démarré mon activité de coaching à ce moment-là, après avoir fait un gros travail sur moi. D'accord. Mais vous avez depuis tout petit, vous avez ce rapport avec le foot qui avait été établi aussi. Alors oui, le foot, moi j'ai joué, à un niveau intéressant jeune, jusqu'à 18 ans. Hein, je fais des 17 nationaux, à l'époque ça s'appelait les cadets nationaux, voilà. La télé était quand même en couleur, on avait cette chance. C'était du marquage individuel, hein, on était sur un tout autre football, hein, et j'ai joué à un niveau, relativement important par rapport à mon niveau de football. Voilà. Parce que j'avais ce que les autres n'avaient pas, c'était du mental. Bon, sauf que je ne savais pas que ça s'appelait du mental, parce que je ne savais pas que j'allais ça. Parce que moi, je jouais et j'étais assez fermé, j'avais un objectif quand je rentrais sur le terrain et je voulais absolument atteindre cet objectif-là. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de toujours être stable dans la performance. Pas une star, pas un gros talent, mais stable dans la performance, qui m'a permis finalement d'aller assez loin avec très peu de talent. D'accord. Et du coup, vous avez continué à jouer jusqu'à quel âge à peu près? J'ai arrêté à 18 ans, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à être remplaçant, c'était un statut qui visiblement ne me convenait pas. Pour moi, le football, faut jouer au football, être sur le banc et regarder les autres jouer, ça j'ai pas eu le déclic, quoi. Et pourtant, 35 ans plus tard, enfin, une trentaine d'années plus tard, c'est ce que vous avez commencé à faire naturellement, en fait. Ouais, alors c'est vrai que c'est aussi l'occasion peut-être de terminer, de boucler la boucle, finalement, et puis de pas jouer moi vraiment, mais de faire jouer les autres et de les faire mieux jouer. Voilà, c'était certainement un petit bout de ça, et c'est surtout aussi, finalement une rencontre. Parce que quelque part, moi j'avais démarré mon activité de coaching, développer la performance des dirigeants, parce que j'étais moi-même ancien dirigeant, et naturellement, ce que le 1er joueur, important a été, j'ai eu à traverser ce premier accompagnement d'un dirigeant qui m'a dit, «Moi j'ai mon beau-frère, qui est agent de joueur et il aura peut-être, besoin de toi, donc je vais vous mettre en contact», et c'est comme ça que j'ai démarré dans le football finalement. C'est Hein. Je je suis passé du coaching de dirigeant à développeur de performance parlementale pour les joueurs de foot, grâce finalement à un de mes clients, dirigeants. d'accord. Et c'était qui ce joueur-là, justement? Ah, on peut aussi y aller, on peut peut-être en parler, il a cessé un peu un peu l'activité, c'est même Melvin Tarding. D'accord. Ah oui, Voilà. donc et c'était une période, assez, bon, le fait qu'il est passé par Paris Saint-Germain ou tout ça, c'était à cette période-là ou c'était un petit peu avant peut-être? C'était à Saint-Étienne. D'accord, quand il était à Saint-Étienne. OK, Ouais, d'accord. ça on avait échangé, on avait fait qu'une séance d'ailleurs ensemble, c'était assez court parce que bon, il était parti après sur autre chose, et on avait fait une série, voilà, 5 matchs, 5 buts. Et Voilà. du coup, vous nous avez expliqué, votre rôle, c'est chargé du développement de la performance. En quoi ça consiste? Ouais,
c'est développer la performance mentale, en fait, parce qu'on développe la performance physique, l'aspect tactique, l'intelligence de jeu, on développe tout ça, la technique, mais on touche très peu finalement à l'aspect mental, alors que l'aspect mental, c'est quand même le poste de pilotage. Voilà. Le poste de pilotage, on s'en occupe pas. Alors ça, c'est assez surprenant dans le football. Alors, moi, j'ai décidé de m'en occuper, hein, voilà, de créer en fait une expertise. Donc, j'ai créé une méthode et l'idée, bah, c'est de réussir à déclencher, faire un peu un déclic là quelque part, hein, déclencher une raison profonde. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur le terrain? Pourquoi je dois me défoncer? Pourquoi je suis un sportif de haut niveau? Pourquoi je fais pas autre chose? Voilà, il y a une raison profonde pour être stable dans la performance. Parce que ce qu'il y a de plus difficile pour un sportif, et là on va parler du joueur de foot, parce que moi je développe la performance uniquement des joueurs de foot, c'est comment être stable à mon meilleur niveau. Mmh. Et éviter effectivement d'être bon, moins bon, un peu bon, une année bonne, une année mauvaise, changement de club, ça va pas, acclimatation, enfin tout ça. Comment on fait finalement pour être stable dans la performance, mais stable à son meilleur niveau. Voilà. Et j'ai fait une technique que j'ai affinée, hein, au fur et à mesure de mes échanges avec les joueurs, une technique qui permet d'être stable à son meilleur niveau. Et justement, quand vous nous parliez de Mevlou Erding, à ce moment-là, c'est il connaissait vraiment une période difficile à Saint-Étienne? Bah, je sais pas, il marquait pas beaucoup. Je crois qu'après le PSG, il y avait eu Rennes, qui n'avait pas été non plus une franche réussite, etc. Donc il avait envie tout simplement. Ah oui, mais comme beaucoup de joueurs, Ormel était certainement un petit peu en avance par rapport aux autres. Faut remettre ça dans le contexte. C'était, je sais plus quelle année, mais c'était 2013, 2014, quelque chose comme ça. Remettre ça dans le contexte où, bah, il y a plus de 10 ans, faire du mental, c'était pas donné à tout le monde, hein. Aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, on voit un peu moins maintenant avec les nouvelles générations, mais les nouvelles générations aujourd'hui sont prêtes à faire du mental très tôt. Mmh. Parce que les nouvelles générations n'ont pas envie de galérer, n'ont pas envie de perdre du temps. C'est Kylian Mbappé qui en parle. Moi, tu ne me parles pas d'âge. Voilà. C'est-à-dire que moi, je veux aller vite. Voilà. Tu ne me dis pas, il y a des paliers. Tu ne me dis pas, faut prendre le temps. Tu ne me dis pas, on y va pas à pas. Non, non, moi, je veux y aller direct. Voilà. Ça, c'est ce que veulent faire les jeunes joueurs. Donc, ils vont utiliser tout ce qui peut être à leur portée, finalement. Alors que les autres générations, on peut voir, quand on parle de génération, maintenant, il faut faire aussi très attention parce que les générations sont de plus en plus rapides, hein. Tous les 3-4 ans, maintenant, on a une nouvelle génération, hein. Donc ça va de plus en plus vite. Donc on peut dire aujourd'hui que les joueurs de 26-27 ans, faire du mental, c'est déjà un peu plus dur. C'est que quand on a 26-27 ans, c'est qu'on doit être malade ou on doit avoir un problème. Enfin, bah, alors que non, on peut être très très bon et aller au-dessus parce que justement, on va travailler son mental. On n'est pas obligé d'être malade pour faire du mental, quoi. Ouais, voilà, il y a un peu cette catégorisation de pourquoi on fait appel à justement un développeur de la performance comme vous, ou même il y a d'autres métiers qui existent, on a psychologue, préparateur mental. Justement, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu, c'était quoi la différence avec développeur de la performance? Ouais, c'est-à-dire que moi, je vais pas trop regarder dans le rétroviseur, quoi. Le passé m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi l'objectif? Voilà. Donc, déjà, on va travailler sur l'objectif, mais l'idée, c'est de travailler sur le bon objectif. Parce qu'en général, la majorité des joueurs n'ont pas le bon objectif. Jamais, hein. C'est-à-dire, quand on vient me voir, on me dit: «Laurent, moi, j'ai tel objectif». Bon, bah, souvent, on s'aperçoit que c'est pas le bon. Ce qui est logique, hein, parce que si ça avait été le bon, il l'aurait eu sans m'appeler. Voilà, donc c'est juste normal, voilà. Donc comme il n'a pas le bon objectif, on va aller le chercher. Donc déjà, on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est que le bon objectif. Qu'est-ce qui peut faire waouh finalement? Parce qu'un bon objectif, c'est quoi? C'est l'objectif qui nous porte. C'est pas, j'ai un objectif et puis je suis en mode laborieux, je vais tirer mon objectif, je vais me pousser, et tous les jours ça va être difficile, mais il faut que j'y arrive. Non, non, c'est pas ça. Le bon objectif, c'est celui qui vous donne la motivation, celui qui vous fait bosser sans que vous en rendiez compte. Voilà. Celui qui vous enlève, quoi, qui vous emmène. Voilà. Et c'est celui-là qu'il faut chercher. Voilà. Quand on a le bon objectif, après, c'est beaucoup plus facile. On va pouvoir travailler sur les autres thèmes. C'est ça que vous recherchez essentiellement quand vous travaillez avec des joueurs? C'est l'objectif de leur prochain match, peut-être prochaine destination, prochaine carrière, la suite de leur carrière en fait? Ouais, c'est ça, on travaille sur l'objectif ou sur le défi. Alors, si on est déjà sur le gros objectif, on va travailler après match par match. Oui, on va avoir des petits objectifs pour arriver à l'ultime. Bien, ça, c'est une évidence, mais oui, on va travailler sur ça. Cette notion d'objectif, elle est essentielle. Combien de joueurs ont un véritable objectif? Moi, je vais vous dire très peu. Ouais. Très peu. Ou quand ils l'ont, c'est un objectif bon, qui fait bien de le dire en société. On en parle entre potes, mais est-ce qu'on y croit vraiment? C'est pas sûr.
Après, il y a cette dimension aussi dans le foot qui est, que, vu que c'est le sport le plus médiatisé, quand, par exemple, vous preniez l'exemple de Kylian Mbappé, lorsque lui, il partage publiquement ses objectifs, on se dit souvent qu'il est prétentieux parce que il a des objectifs peut-être trop élevés ou au-dessus de la normale, en fait. Est-ce que on vous parle de ça aussi? Est-ce que certains joueurs ont peur tout simplement d'avoir un objectif trop élevé? Alors non, ils ont pas peur, mais c'est pour ça qu'ils les atteignent pas. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Je pense que Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Il a le droit, il peut avoir des objectifs très il va les atteindre. Parce qu'il a un tel niveau de football que de toute façon, il va les atteindre. Donc il a raison. Mais combien il y a de Kylian Mbappé? Très peu. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi réviser ça et aller chercher un objectif atteignable, voilà, à la hauteur de son talent, voilà, par exemple, ou bon, un petit peu au-dessus peut-être, mais pas beaucoup plus haut. Il faut à un moment donné rester quand même lucide. Et la lucidité, c'est important. L'auto-évaluation, c'est important. Voilà. L'objectivité, c'est important. Sinon, on fait pas grand-chose. Et justement, vous intervenez auprès des joueurs en individuel ou vous êtes intervenant dans des clubs directement? Comment ça se passe? Alors, principalement avec des joueurs en individuel. En général, ce sont les agents qui m'appellent ou les joueurs en direct qui m'appellent, mais c'est souvent des joueurs. Quand les clubs m'appellent, c'est souvent que ça brûle. Hein, c'est souvent que c'est la merde. On a à peu près tout essayé et on fera bien un truc pour que personne ne croit vraiment. On fera bien un peu de mental. Voilà, foutu pour foutu, on y va les gars. Voilà, c'est un peu ça. Bon. Le problème, c'est que de temps en temps, ça marche. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Voilà, mais j'ai eu l'occasion il y a quelques temps, ça devait être saison 2019-2020 avec Sedan, de faire finalement un démarrage complet, c'est-à-dire de se dire on fait une saison à base de mental aussi, et on fait la préparation ensemble. Donc on avait fait la préparation avec les joueurs, l'intégration des nouveaux joueurs, etc., création du groupe, et on a réussi à faire 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Ah oui, les résultats étaient là, quoi. Ouais, le résultat était là. Mais parce qu'en fait, on était tous autour d'un projet, hein. C'est-à-dire qu'il y avait le coach, on était tous autour du coach pour aider le coach, lui apporter tous notre expertise, voilà, pour que lui puisse obtenir le meilleur des joueurs. Voilà. Et lui, après, il a son schéma tactique, sa façon d'être, son management, etc. Mais il avait bien autour de lui des experts. Et je pense que le football de demain, ça sera ça. Ça sera des experts dans chaque domaine pour les différentes dimensions d'un joueur de football. Mais comme vous le dites, un club, il n'a pas forcément d'attendre d'être dans le rouge pour faire appel à quelqu'un, un expert, tout simplement. Ouais, oui, c'est vrai, il est pas obligé. Alors, ceci dit, on sait aussi qu'en France, on aime bien laisser la main au coach. Hein, les coachs, des entraîneurs sont puissants à l'intérieur d'un club, et on a raison, il faut un leader. Hein, voilà, il faut un étendard, et ça, c'est le porte-drapeau, c'est le chef d'orchestre, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est là. Au coach, après, de s'entourer des gens qui peuvent lui faciliter la vie. Hein. Après, c'est à double tranchant aussi. On le voit beaucoup en ce moment. La responsabilité pardon, du coach, elle est parfois peut-être trop importante et du coup, il en paye le prix. On voit cette saison, il y a un nombre de coachs qui ont été mis à la porte qui est impressionnant. Et donc, peut-être un équilibre à trouver à ce niveau-là. Ouais, c'est certain. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup au coach. À mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et le coach accepte qu'on lui en demande autant. Là, c'est ça. Donc, c'est finalement un marché de dupes quelque part. C'est que le coach veut effectivement avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Parce qu'il sait très bien qu'il est la seule personne qui sera virée si ça ne fonctionne pas. Et en même temps, il est tout seul. Voilà. Et il faut forcément un coup de main parce que l'aspect mental, il peut pas l'obtenir auprès des joueurs. Il peut faire quelque chose de général, mais des choses de particulier, de spécifique, adapté à chaque joueur. Un, il n'a pas les compétences pour le faire, et puis deux, il n'a pas le temps pour le faire. Voilà. Parce que lui, il a une équipe. Voilà. Et une équipe, c'est bon joueurs qui vont jouer tout de suite, mais c'est aussi le 12e, le 13e, le 14e, le 17e, le 20e qui est à l'infirmerie. Et là, c'est difficile de s'occuper de tout le monde dans l'individuel. Non, bien sûr. Et il y a encore beaucoup de clubs en France qui n'ont pas forcément de structure spécialisée dans le mental. Vous m'arrêtez si je me trompe. Pourquoi, selon vous? Et surtout auprès des jeunes, peut-être, qui ne sont pas formés directement. Il n'y a pas d'accompagnement forcément pour le mental. Ouais. Alors, ça commence un petit peu dans les centres de formation. Là, il y a des structures, mais c'est souvent le psychologue de la région, etc. Bon, après, je ne sais pas si c'est adapté. Moi, je ne connais pas. Je préfère laisser ça. J'ai une idée. Ça me donne ça. Mais oui, dans les clubs, ça n'existe pas. Mais encore une fois, parce que
parce qu'il n'y a pas la structure nécessaire. Et moi, je dis souvent que je développe la performance du joueur, mais ça va au-delà de ça. On est aussi là en tant de création de valeur. On crée de la valeur. On crée de la valeur pour le joueur qui, suite à l'accompagnement, va avoir un meilleur contrat, va peut-être changer de club ou va se développer avec son club. Et on crée de la valeur aussi pour le club qui va pouvoir vendre le joueur beaucoup plus cher que ce qu'il a acheté, etc. Donc on crée vraiment de la valeur. On va augmenter aussi les statistiques du club, augmenter la performance du collectif. On crée vraiment de la valeur. Et ça, je pense que ça, c'est pas encore assez perçu. Je pense qu'aujourd'hui, l'aspect mental, c'est quelque chose qu'on fait quand ça va pas, alors que c'est quelque chose qui crée de la valeur. Est-ce que vous pensez que les clubs n'ont pas encore la conscience qu'il est nécessaire d'investir justement dans une structure spécialisée là-dedans? J'ai eu la chance d'intégrer, par exemple, je ne le citerai pas, mais un club de Ligue 2 qui, lui, ne souhaitait pas, voilà, mettre de l'argent là-dedans parce qu'il ne semblait pas que ça devenait essentiel. Et pourtant, on voit que ça peut. C'est parce qu'ils connaissent pas. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est quand on connaît pas quelque chose, on dit que ça sert à rien, ou que c'est pas utile, ou que ça va pas rapporter assez, etc. Mais quand on a touché au produit, je peux vous dire que on a envie d'y retourner la saison d'après, la saison d'après. Hein, hein. Ça serait de se dire finalement, et c'est ce que je dis souvent aux directeurs sportifs quand ils m'appellent, ou aux agents, le mental, ça apporte combien de points dans une année? Ça, personne ne peut le dire. Voilà. Je fais du mental, j'en fais pas. Je refais la même saison avec du mental ou sans mental. On peut pas refaire les matchs en disant, bah, tu vas voir combien de points on peut avoir. Moi, j'ai une petite idée. Moi, je pense que le mental peut ramener beaucoup de points. Voilà, voilà. Maintenant, et souvent, en fin de saison, on descend avec très peu de points d'écart avec celui qui n'est pas relégable. Et on peut monter d'une division, finalement, avec très peu de points d'avance. Donc, le mental fait gagner des points, même s'il n'en fait pas gagner 10, il suffit qu'il en fasse gagner 3. Pour moi, c'est beaucoup plus, hein, mais même 3, il faut les prendre. Et justement, pour vous, ça veut dire quoi avoir du mental, tout simplement? C'est une bonne question. Pour moi, avoir du mental, c'est tout simple, c'est être la meilleure version de soi-même à chaque match. C'est ça. Encore une fois, c'est stabilisation de sa performance à son meilleur niveau. C'est ça, avoir du mental. D'accord. Et pas plus. Et pas plus. Et justement, vous proposez de l'accompagnement. Pour vous, c'est plus important pour un jeune joueur qui est en train de se construire, qui est en train de découvrir des nouvelles choses dans le foot, ou c'est un peu valable à n'importe qui, à toutes les étapes d'une carrière? Ouais, je dirais que c'est bon un peu tout le temps. Il se passe tellement de choses dans la vie d'un footballeur qu'on a toujours besoin finalement de faire une préparation spécifique par rapport à son nouvel environnement. Je suis un jeune joueur en centre de formation, par exemple. Dans mon centre de formation, je suis titulaire, je ne suis pas titulaire. On est en février, on est en mars, on est en train déjà de m'expliquer que voilà pourquoi on ne va pas signer mon contrat pro. On m'explique 2-3 trucs. Si je bosse sur ces 2-3 trucs, je vais l'avoir, mon contrat pro. Et bosser sur ces 2-3 trucs, ça a été un peu ma spécialité pendant quelques années où beaucoup d'agents me disaient Laurent, tu peux accompagner mon joueur s'il te plaît. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça avant le mois d'avril pour qu'il ait son contrat pro. Donc ça marche pour les jeunes. Et puis après, bah, ça marche aussi pour les moins jeunes. J'ai 22, j'ai 23, j'ai 24 ans, je veux partir à l'étranger, voilà, je veux aller en Angleterre, qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin, je suis attaquant, c'est plus facile d'aller en Angleterre quand on est attaquant, voilà, etc. Combien de buts il me faut, voilà, c'est à tout moment finalement de la carrière. Sauf, et c'est ce qui arrive souvent quand on ne fait pas de préparation mentale, sauf quand on devient salarié du club. Voilà. C'est-à-dire qu'on signe un contrat de 3-4 ans, et puis c'est un CDD, et puis on est salarié, quoi. Voilà. On devient salarié du club. Donc on n'est plus sportif de haut niveau, on est salarié du club. Là, ça va être très difficile. Et alors, vous avez plutôt que. On parlait des clubs qui avaient déjà créé des structures en interne et tout ça. Vous avez décidé de créer une structure du coup indépendante. Pourquoi? Tout simplement. Parce que quand j'ai démarré mon activité, ça a été par le biais d'un agent. Et j'avais déjà ma structure de coaching pour dirigeants. Et donc, ma structure était déjà créée. Et j'ai continué, là-dedans. Donc, je fais encore des coachings de dirigeants très rarement maintenant. Mais maintenant, c'est que des footballeurs. J'ai créé aussi un centre de formation qui est Calliope, hein, pour donner les clés, finalement, au staff, les clés de la communication pour les nouvelles générations. Hein. C'est quelque chose que j'ai fait pour Nasser Largué quand il était directeur du centre de formation de l'OM. C'est quelque chose que j'ai été présenté à la Fédé courant février, hein, pour aider les coachs, aider le staff au sens large à mieux communiquer avec les nouvelles générations.
Oui, donc ça s'étend au staff, ce n'est pas uniquement des joueurs que vous voulez accompagner. Ouais, bien sûr. Alors là, c'est plutôt l'idée, c'est de former finalement, c'est de former le staff à mieux communiquer. Parce que le plus gros des problèmes, moi je le vois dans tous les accompagnements que je fais avec les joueurs, c'est la communication. Il y a pas de difficulté, et cetera, mais c'est souvent la communication qui fait qu'on va aider le joueur ou on ne va pas l'aider. Voilà. J'ai à titre d'exemple, j'en avais parlé, mais à titre d'exemple, j'ai accompagné un joueur de Ligue 2 à une époque et le joueur était blessé, il était revenu de blessure, il était vraiment en forme, il pouvait jouer et le kiné, faisant un massage, lui dit «Oh, tu vu, t'as pas joué beaucoup, ça serait peut-être bien là au mercato d'hiver que tu trouves un autre club». Bon, on va pas se mentir, visiblement, le coach il veut pas de toi. Ah, mais ça, c'est dur. Alors, c'est bien de la part du kiné de faire attention aux joueurs, et cetera, mais c'est pas un bon message. D'ailleurs, rien ne nous dit que le coach voit l'esprit du joueur pour commencer. Voilà. Donc, on va se retrouver dans une situation où le joueur va prendre cette information qui est difficile pour lui. Lui, il a mis des mois et des mois à revenir à son meilleur niveau. Il est à son meilleur niveau. Le kiné lui explique qu'il n'a pas encore joué, donc peut-être qu'il serait peut-être bien de changer d'air, et peut-être que le coach il compte sur lui dans une semaine. Voilà. Donc, c'est dur. Donc, mieux communiquer avec une nouvelle génération, c'est souvent mieux, et que ça soit élargi à tous ceux qui vont avoir accès finalement aux joueurs. OK. D'accord, et vous pensez qu'il en manque justement de cette communication, peut-être même plus pour les jeunes joueurs, pour le coup, pour, se lancer dans leur carrière? Avec un peu plus d'expérience, on appréhende peut-être un petit peu mieux certaines difficultés? Ouais, c'est exact, hein, c'est tout le travail que je fais avec les jeunes joueurs, hein, quand ils passent pro, hein, c'est ça, c'est leur donner les codes, hein, parce qu'aujourd'hui, qui a les codes du football? Qui connaît le mieux un coach, et cetera? Moi, j'ai accompagné des coachs, donc ils sont pas tous faits pareil. Attention, hein, chaque identité voilà, attention, hein, je ne vais pas mettre tout le monde, faire des grandes généralités, mais globalement, c'est ce que c'est qu'un coach. Voilà, moi, j'ai une structure de ce que c'est qu'un coach, donc j'aide le joueur, moi, à bien se comporter vis-à-vis des yeux du coach. Voilà, et s'il se comporte bien vis-à-vis des yeux du coach, il a plus de chances de jouer que de pas jouer. Voilà, et moi, mon intérêt, c'est que mon joueur ait du temps de jeu. Plus il y a de temps de jeu, plus il aura de perf, plus il aura des stats, plus il va progresser, et cetera. Bien sûr. En 2019, je reviens un petit peu en arrière, vous aviez, dévoilé dans une interview que le mental, ça prenait de plus d'importance dans les clubs et ça en prendrait encore plus d'importance d'ici quelques années. On est quelques années plus tard, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a évolué comme vous l'imaginiez? Je suis pas bon en vision, en fait. Je suis le meilleur coach mental. J'ai pas cette impression. Non, parce que finalement, c'est devenu de plus en plus difficile. On a raccourci aussi le temps. Alors, le football, c'est déjà des métiers avec des objectifs à très, 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 très court terme. Là, c'est de plus en plus court terme. Non, je pensais pouvoir développer plus avec les clubs, finalement, non, ça reste, avec les joueurs. Alors, par contre, ça s'est développé avec les jeunes joueurs, oui. Les nouvelles générations, elles sont prêtes, hein. C'est plus dans la prise de conscience alors que ça s'est amélioré, Ouais, complètement, ouais, ouais. Les jeunes joueurs sont prêts. Ils pensent plus être malades quand ils font du mental, par exemple. Si on reprend une autre génération qui avait besoin d'être vraiment dans la merde pour faire quelque chose, pour s'en sortir. Eux, pas du tout. Ils attendent pas forcément d'être dans la merde. il n'y a plus aucun complexe à dévoiler qu'on travaille avec un préparateur mental à côté? Ou... Alors, oui, oui et non. Ça dépend, en fait. Je dirais 50-50. 50-50. C'est déjà une grosse progression. Je me souviens encore, il n'y avait pas ce système, je suis plus, ça devait être en 2018, j'ai accompagné un joueur de Ligue 1, là. Il avait été dire à ses coéquipiers, tiens, j'ai démarré avec Laurent, là, j'ai marqué ce week-end et tout. Ils ont tous regardé, ils ont dit, ah ben, tu vas nous mettre 20 buts alors cette année. Ça a été violent pour lui. C'est-à-dire que lui était content, mais il a pris ça avec une certaine violence et il a arrêté d'en parler. Il avait même souhaité arrêter de faire du mental. C'est quel point on se rend pas compte finalement de la puissance d'investir et du poids des mots finalement. Voilà, l'handicap qu'on peut mettre sur un joueur juste avec un mot, Ouais. ou une remarque. Justement, lorsque vous intervenez comme ça auprès des joueurs, c'est plutôt pour gérer, alors des échecs, on va dire, individuels ou est-ce qu'on vous parle aussi des échecs collectifs? Ouais, alors, les joueurs en général, ou ils sont dans l'échec, ou ils ont juste un objectif, même s'ils ont pas encore échoué. Donc ça, c'est intéressant, hein. Les équipes en général, c'est pour atteindre un objectif, c'est souvent se sauver. C'est rarement pour gagner de championnat, parce que quand on veut gagner de championnat, en général, on pense pas qu'on a besoin du mental, hein. On pense qu'on a juste besoin d'un peu statique, d'un peu de physique, mais pas du mental.
ce qui est à mon avis une erreur, hein, voilà. Mais je prêche pour ma paroisse, je suis juge et partie. Est-ce que je suis crédible quand je fais cette remarque? Je vous laisse juge. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça dépend des objectifs. Mmh. Ouais, mais bon, pour autant, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, quand vous interveniez dans des clubs. Déjà, vous allez peut-être pouvoir me citer, si vous pouvez, ou des clubs dans lesquels vous êtes passé et comment ça se passait justement quand un club fait à vous? Concrètement, comment ça se passe? Mmh. Alors, des clubs, j'en ai parlé, hein, de Sedan, 2019-2020. Là, cette année, ils ont démarré le championnat, et puis ils m'ont rappelé après la 6e ou la 7e journée de championnat pour rebosser un petit peu avec eux, pour remonter un petit peu au classement. Voilà, ça c'était cette année. Est-ce que j'ai un autre club cette année? Non, non, non. Non, j'ai failli. J'ai eu 3 rendez-vous avec des clubs, mais finalement, ils ne sont pas passés à l'action. On voit bien qu'il y a une volonté de le faire, mais il doit y avoir un frein quelque part qui empêche, de passer au-dessus. Après, c'est-à-dire les joueurs en règle générale, ils veulent faire mieux. Voilà, hein. Voilà, donc il y en a beaucoup qui veulent changer de club. Voilà, ça c'est souvent un objectif à avoir. C'est faire mieux, mais pour changer de club, il faut des stats. Mais pour avoir des stats, il faut jouer. Et pour jouer, il faut être présent dans la tête de l'entraîneur, finalement, hein. Il faut faire partie du 11 titulaire, quoi, hein. S'il en existe encore des 11 titulaires, parce que le football aussi a bien changé. Il y a 5 changements. Ça veut dire qu'à chaque match, on peut changer la moitié de l'équipe, hein. Donc ça, c'est pas facile. Les minutes, on en joue moins. Si on en joue moins, on aura moins de stats. Enfin, le football a un peu évolué. Et quand vous intervenez comme ça, par exemple, on va aller prendre l'exemple de Sedan cette année, vous prenez les joueurs un par un quand c'est comme ça et faites un premier constat, j'imagine, voir un petit peu la situation actuelle? Ouais, c'est exact. Alors après, bon, ça dépend. Là, je n'avais pas l'équipe, hein, donc avec le coach, on s'est entendu que c'était individuel. Donc je les ai pris un par un en individuel. Moi, je fais des accompagnements au téléphone, hein. J'échange avec les joueurs au téléphone. Donc, ouais, c'est une partie du diagnostic, hein. C'est qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment dans son environnement. Voilà, on discute un peu là-dessus. Après, on va travailler sur la notion d'objectif, hein. Ça, c'est important. La notion identitaire aussi, elle est importante, hein, parce que souvent, on prend un joueur parce qu'il a telle caractéristique, il a telle identité. Et puis, on va le faire jouer peut-être à un autre poste parce qu'il y a un blessé. Puis on va le faire jouer différemment. On va lui demander de jouer plus haut ou de jouer plus bas. Enfin, on va changer un peu sa façon de jouer. Voilà. Donc, il va y avoir un problème identitaire, en fait, quelque part. Il y a l'identité de l'équipe, hein, l'identité du joueur. Et l'idée, c'est de faire un compromis, quelque part, parce que sinon, on va trop dans l'identité de l'équipe et auquel cas, il joue plus du tout avec ses qualités. Ça, c'est un vrai problème. Ou alors, il va trop dans ses qualités, il pense uniquement à son identité à lui et il pense pas du tout à l'identité de l'équipe. Et auquel cas, il va servir à pas grand-chose, pas longtemps au coach, parce que le coach, lui, il a des consignes bien précises et il voudrait qu'elles soient respectées. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un compromis, c'est un espèce d'équilibre, de conciliation identitaire, hein, quelque part, qui va permettre aux deux de s'exprimer. L'identité de l'équipe et l'identité du joueur. Et quand c'est comme ça, avant même de faire appel à vous, les coachs ont déjà une idée de la durée auquel ils veulent que vous interveniez ou pas? Non, ils savent pas. Non. Non, non, mais moi non plus, hein. Je suis libre, c'est ça. On ne sait pas, en fait. Ce qu'on sait, et ça, c'est souvent le cas, et c'est souvent ce que je demande. Moi, il me faut une commande. C'est ce que je leur explique à chaque fois. C'est comme sur Amazon. On va sur Amazon, on veut, je sais pas, moi, une perche chez cette fille, par exemple, hein. On en veut une bleue, on va mettre perche cette fille bleue. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça aussi. Moi, il faut me dire ce qu'on attend du joueur. Quand je travaille pour un club, quand je travaille pour un joueur, je demande à un agent qu'est-ce que doit faire le joueur. À toi qui connais bien le joueur, qu'est-ce que doit faire le joueur ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, hein, ou qu'est-ce qu'il devrait faire pour atteindre son objectif d'après toi, qui est de changer de club, etc., etc. Voilà. Donc moi, il me faut une commande. Une fois que j'ai la commande, je vais programmer le joueur pour qu'il atteigne son objectif en fonction de qui il est. Parce que c'est toujours pareil, pas le programmer avec un bouquin qu'on aura trouvé à la FNAC, troisième étagère, page 58, alors motivation. Non, on ne fait pas ça. Non, on fait vraiment du sur-mesure, hein, en fonction de qui est l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il est capable de comprendre aujourd'hui, voilà, et où il veut aller demain. Finalement, c'est un peu votre objectif. On demande votre objectif à vous aussi pour que vous Ouais. C'est exactement ça. C'est l'objectif, c'est quoi? Moi, les miens, mes valeurs, moi, elles sont imposées. Moi, c'est la performance. Moi, je suis habité par la performance. Donc, c'est pas la peine de venir me voir pour dire j'aimerais bien être dans un an là-bas. Non, tu vas y aller plus vite. Parce que moi, il faut que je sois performant. Moi aussi, j'ai un problème identitaire. Moi, il faut que ça aille vite. La notion de vitesse est très importante. Le football, la notion de vitesse est très importante. Sur le terrain, on voit que ça va de plus en plus vite. Et en plus, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression, hein. Quand on est dans le 11,
on n'a pas énormément de chance de refaire une 3e ou une 4e opération. Voilà, il faut vraiment être bon tout de suite. Donc la vitesse est importante. Et justement, là, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que vous êtes dans ce milieu-là. Est-ce que vous aussi, vous vous imprégnez un peu de l'évolution du jeu et tout ça? C'est difficile peut-être de faire prendre conscience ça aux joueurs. Ouais, tout à fait. Les derniers changements, c'est les changements, justement. C'est ça le changement. C'est comment on fait pour avoir des stats maintenant quand on a de moins en moins de minutes de jeu. Parce que ça tourne de plus en plus. Voilà. C'est une difficulté supplémentaire qui est venue à l'intérieur. Et puis après, on a les coachs qui changent régulièrement maintenant. C'est comment on fait pour passer d'un coach à l'autre, d'une philosophie à une autre, mais le plus vite possible. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire, attends, le coach vient d'arriver, je vais voir comment ça passe. Non, on y va. On n'est pas là pour attendre. Ouais, plus là dans l'anticipation, justement. Absolument. Ouais. Moi, la majorité de mes joueurs, je peux reposer un point, là, 95% de mes joueurs jouent tous. Et ça, c'est essentiel. Voilà, Et vous parliez des 5 changements qui un peu réduisent du coup les minutes de ceux qui jouent. À l'inverse, si vous preniez un joueur qui est remplaçant, ça va peut-être le favoriser justement dans ce sens-là. Ça marche bien, ça aussi. Ouais. Absolument. Oui, c'est toujours pareil. C'est comment je vois le truc. Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Effectivement, ça donne plus de chance, plus de marge de manœuvre. Ouais. Encore faut-il donner des gages finalement au coach à l'entraînement. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a certains coachs qui ont moins tendance, on sait, à faire des changements malgré les 5 changements. Hein. Oui, c'est vrai, ça existe aussi. Absolument, ouais. Ouais, bien sûr. Moi, je voulais parler un petit peu des joueurs. Les joueurs aujourd'hui, ils ont quel rapport, même si on en a déjà parlé pour les jeunes joueurs, ils ont quel rapport avec la préparation mentale? Est-ce qu'ils savent que justement leur performance, avant même que vous parliez avec eux, que la performance, elle peut être déterminée un petit peu par cet accompagnement, même si tout va bien? Ouais. Non, ils savent pas trop. Déjà, ils savent pas du tout ce que c'est que la préparation mentale. Quand ils décident d'échanger avec moi, je leur pose la question, souvent, et ils me disent, on ne sait pas. Ils ont vu des vidéos YouTube, ils ont vu des gens qui prêchent, voilà, ils ont vu, crois-le, fais-le, enfin tout ça, mais bon, ils savent pas vraiment ce que c'est, hein. Et c'est normal, puisque je sais pas si ce que je fais, d'autres le font, mais certainement pas avec ma façon de faire. Je pense qu'on a tous aussi une façon de faire. Moi, j'ai un état d'esprit, moi, quand je le fais, quand j'accompagne un joueur, c'est pas le même échange qu'on a ensemble. Donc voilà, on se métamorphose. Ouais, je suis dans la compétition, moi aussi, pour aider le joueur à aller de plus en plus vite. Vous les rencontrez quand même, les joueurs? Ouais, si, je les rencontre, alors, je les rencontre pas tous. Il faudrait que je fasse des statistiques que je tiens pas à jour. Alors, je les ferai. Merci pour cette question, pertinente. Voilà. Je les rencontre pas tous. Là, comme ça, si je vois la moitié des joueurs, c'est déjà bien. Ouais, donc je les rencontre pas tous parce qu'ils jouent tous aux quatre coins de la France. J'en ai d'autres à l'étranger. Alors moi, ils sont tous francophones, les joueurs que j'accompagne. Voilà. J'ai que des joueurs francophones. Ils jouent à l'étranger. J'en ai en Suisse. La Suisse, c'est pas loin. Donc je vais en Suisse. Au Portugal, c'est pas loin. Je vais aussi au Portugal. En France, c'est pas loin. Mais curieusement, j'y vais moins. Parce que c'est trop proche, certainement. Voilà, mais oui, euh, bien se comprendre, je pense que c'est la base. Et souvent même entre Français, on a un mot et pour nous, il n'a pas la même signification. Pourtant, on va tous voir le dictionnaire, on va tous être d'accord sur la définition, mais on ne l'utilise pas tous de la même façon. Donc, c'est important effectivement de le faire en langue française. Et vous voyez une différence un peu quand vous avez un joueur qui est uniquement par téléphone et quand vous voyez un joueur? Ouais, je vais beaucoup plus vite avec le téléphone. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif. Après, ça aussi, ça dépend aussi des joueurs. Il y a des joueurs qui sont visuels et qui ont besoin de voir la personne. Mais la majorité, c'est beaucoup mieux quand on n'a pas le téléphone parce que du coup, on n'a pas le regard de l'autre. Moi, assez rapidement, au bout de 5 minutes, on ne se connaissait pas. Assez rapidement, finalement, ils sont en discussion avec un copain, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la vision de choses. Ils ont juste un copain au téléphone et ils discutent et je pose des questions. Et ils ont leurs réponses et je me sers de leurs réponses et on avance. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile avec le téléphone. D'accord, ouais, c'est assez étonnant. Mais bon. Et aujourd'hui, combien vous accompagnez de joueurs? Alors là, début de saison, j'ai terminé la première accompagnement et il doit me rester 15 joueurs là. Là, j'ai 15 joueurs aujourd'hui qui jouent au Portugal, en Suisse, Ligue 1, Ligue 2 et j'ai 3 joueurs en national là, que j'accompagne. Je prends toujours 3-4 joueurs de national qui ont envie de reprendre finalement le chemin du professionnalisme
Voilà, donc j'ai trois, non, j'en ai quatre. J'en ai quatre cette année. Ouais. Pas les mêmes objectifs, du coup, pardon. Non, non, du tout. C'est pas les mêmes objectifs. En, ceux de la Ligue 1 en général, ils veulent passer un palier, hein. En national, c'est souvent le premier objectif, d'ailleurs, qui est à mon avis le seul à avoir à ces niveaux-là, c'est de jouer. C'est tout. Voilà. Parce que si on joue en national, on pourra peut-être prétendre d'avoir beaucoup de minutes et puis aller un peu plus haut. Voilà, mais si on joue pas, ça va être compliqué. Ne pas jouer en Ligue 1, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de carrière. On joue très bien en Ligue 1, mais il faut avoir un bon niveau de football et pas jouer tout le temps parce que le coach a un choix tactique, etc. Et ça, c'est respectable. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en national, on doit jouer. Voilà, c'est obligatoire. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous imaginez, dans la société, on a vu qu'à partir du Covid, il y avait eu un petit peu un changement d'évolution des mentalités, on va dire. Est-ce que ça a été la même chose dans le foot ou pas? Concernant le mental, justement. Je sais que c'était le cas au travail en général, mais Ouais, bah peut-être que ça s'est ouvert un peu plus. Ça a été très difficile pour les carrières des joueurs, en tous les cas, le Covid, parce que les arrêts de championnats successifs ont fait beaucoup de mal, notamment aux joueurs amateurs, hein, qui eux voulaient passer les caps et être pro. Il y a eu des saisons blanches, hein, où il n'y a pas eu de détection, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, ça a été très difficile. Est-ce qu'il y a eu une différence? Moi, je pense que ça s'est accéléré. C'est qu'effectivement, on veut maintenant aller de plus en plus vite parce on sait pas ce qui peut se passer demain. Voilà. Donc oui, c'est certainement une accélération à la pratique du mental. Oui. et pour continuer un petit peu dans cette évolution, vous étiez dans le milieu du coup depuis plus de 10 ans, comme on a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on a plus besoin d'un développeur de la performance au niveau mental qu'en 2011? Ben, je sais pas, il faut regarder l'économie du football en 2011 et l'économie du football maintenant. Comme je disais tout à l'heure, moi je pense que je crée de la valeur, le mental peut créer de la valeur. Il y a des enjeux financiers quand même de plus en plus importants, je pense. Et je pense qu'on sous-estime vraiment la puissance du mental, parce que quand on regarde par exemple quelques matchs en Champions League ou des matchs de championnat, quand on voit les enjeux qu'il y a sur certaines rencontres, et qu'on voit que finalement il y a toujours les mêmes problèmes dans une équipe et qu'ils sont toujours pas débarrassés de ce problème-là, on se dit quand même c'est dommage, parce qu'avec 2-3 séances, ils pourraient passer à autre chose et aller encore plus vite vers l'atteinte de leur objectif. Et pour parler un petit peu plus d'un cas personnel des joueurs, est-ce que on a vu l'apparition des réseaux sociaux justement aussi dans ce monde-là, comme partout, hein, mais est-ce qu'on vous en parle déjà? Quand j'accompagne un joueur, est-ce qu'on parle des réseaux sociaux? Ouais, par exemple, s'ils ont vu des commentaires sur son match, des choses comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui intervertissent avec eux, hein, donc Ouais, bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr que ça compte. Après, la, la- la remarque la plus difficile pour un joueur, et on parle de ça, c'est pas vraiment les réseaux sociaux. Non, non, c'est plutôt ce que dit le coach ou ce que disent les coéquipiers. Ça, c'est un impact très important. Ce que dit aussi l'agent, c'est un impact très important. Ce que dit aussi la famille, c'est un impact très important pour le joueur. Les réseaux sociaux, oui, ça compte. Mais bon, quand on a nos réseaux sociaux, c'est qu'il y a déjà des problèmes avec l'agent, des problèmes avec le coach, des problèmes, voilà, etc. Les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas être responsables de tout. Non. enfin, le bien-être du footballeur, il passe avant ça. Alors, Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est l'environnement. S'il y a un environnement qui est propice pour le joueur de foot à être bien, les réseaux sociaux, c'est un épiphénomène, quoi. C'est rien du tout. Voilà. Si je suis déjà pas bien dans mon environnement, dans mon cercle proche, bah forcément, les réseaux sociaux vont être une couche supplémentaire. il n'y a pas d'environnement type en plus à avoir, c'est vraiment personnalisable à chaque joueur. Ouais, c'est ça. Ben, le problème de l'environnement, et ce qui est aussi une grande difficulté pour un coach, c'est qu'il ne peut pas maîtriser les environnements de tous les joueurs. Voilà. Et qu'il y a des environnements qui sont propices à la réussite et des environnements qui vont vraiment pas aider le joueur à performer et donc l'équipe à performer et donc le coach à réussir finalement sa composition d'équipe. Donc ça, c'était très difficile. La notion d'environnement, c'est la plus complexe. On va terminer sur une question un peu plus voilà, basique. Selon vous, quelle est la place aujourd'hui du mental dans la réussite de la carrière d'un footballeur? Bah, il y a Blaise Matuidi, là, il y a pas longtemps, a passé une vidéo en disant que c'était 80% de la réussite du joueur. Alors, je sais pas, c'est Blaise Matuidi, hein, mais quand on voit ce qu'a fait Blaise, quand même, on peut dire qu'il n'était peut-être pas loin de la vérité. Parce que, il a terminé sa carrière, donc c'est toujours plus facile pour un joueur a posteriori, une fois avoir accompli quelque chose, de faire un point sur tout ce qu'il a accompli et d'être objectif avec lui-même, parce que là, il n'y a plus d'enjeu. Il ne se ment pas non plus à lui-même. Voilà. Donc, s'il dit ça, c'est que ça doit être très important.
Je pense que ça l'est aussi. Après, est-ce que c'est 80%? Bon, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai accompagné plus de 234 joueurs professionnels et qu'il s'est toujours passé quelque chose. Voilà. Donc on peut dire que ça doit aider un peu, hein, au moins 234 fois. Voilà, ça c'est bien une quarantaine de jeunes joueurs qui ont réussi à avoir leur contrat pro, donc ça a aidé aussi. Moi je pense que ça aide. Après encore une fois, c'est ce qu'on disait en début d'entretien. Combien de points ça ramène à la fin du championnat? Bah ça on ne sait pas encore, hein. Il faudra faire 2 saisons, une avec prépa mentale et une sans prépa mentale, et puis voir les écarts. Mais on n'en est pas encore là. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous faire ça. Ça s'évoque beaucoup en ce moment en plus. Super. Bon, bah, je voulais vous remercier en tout cas. C'était un superbe entretien, des témoignages très intéressants. Donc, merci beaucoup à vous. Merci Séverine pour ça. C'est tout pour cet épisode consacré au mental dans le football. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un nouveau métier. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des derniers podcasts. Salut à tous.